Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Ève. Bonjour Sébastien. Ça va ? Ça va très bien. Et nous sommes en plein mois d'octobre, et qui dit Octobre Rose. Exactement. Donc ce sera une émission spéciale justement, avec des invités. Spéciale aussi. Donc notamment Marie Bello, qu'on reçoit aujourd'hui, qui est responsable de la boutique de Marie, qui va nous parler un petit peu de l'historique de cette boutique, de son parcours un peu compliqué. Bonjour. Et oui, et avant tout, bonjour Marie, pardon. Bonjour Marie. Bonjour Marie. C'est vrai. Voilà, donc j'ai rencontré Marie parce que je suis en plein passage compliqué aussi et j'ai eu beaucoup de chance d'entendre parler d'elle et de sa boutique qui aide beaucoup. Elle va nous en dire un peu plus très vite. Oui, peut-être même maintenant. C'est en jamais, on ne sait pas. Allez, peut-être. Voilà, donc Marie. Merci déjà pour l'invitation, c'est cool. Heureuse de vous avoir rencontré malgré les circonstances. Je suis contente d'avoir pu t'accompagner. La boutique de Marie, elle est née il y a 7 ans. J'ai fêté les 7 ans il y a 2 jours. Oh, ouais. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Alors l'idée m'est venue à la suite de mon deuxième cancer du sein. J'en ai eu un premier à l'âge de 30 ans et j'ai récidivé à l'âge de 40 ans. Et en fait j'ai eu envie de créer le lieu que j'aurais aimé avoir quand j'étais malade, parce que j'ai pas mal galéré à trouver ce dont j'avais besoin pour pallier aux effets secondaires. Et je me suis dit je vais faire de mes rêves une réalité. Et au lieu de suivre les rêves de mon patron, je vais suivre les miens et les créer. Donc j'ai tout lâché. Et j'ai monté la boutique donc en 2017. J'essaye comme je peux de rendre mes louloutes le plus sereines possible pour affronter les traitements. Après, on a créé il y a 3 ans avec ma soeur et ma fille l'association Entre nous, parce que j'en avais marre de voir les femmes galérer financièrement. Il y a beaucoup trop de reste à charge, même si on a de la chance en France d'avoir la sécurité sociale et d'être soigné gratuitement. Il reste encore pas mal de choses à charge et du coup on a voulu trouver des solutions pour les aider. Donc on a créé cette association et avec cette association on fait des actions toute l'année, on essaye de récolter de l'argent et avec cet argent on les aide à notre petit niveau financièrement comme on peut. C'est déjà beaucoup. Et cette année on a aussi acheté le socle d'autopalpation pour apprendre aux femmes à s'autopalper. Ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de faire de la prévention. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour leur apprendre à s'autopalper, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas le faire et qui ne connaissent pas les différents symptômes du cancer du sein. On croit très souvent que c'est qu'une boule, mais il y a plein d'autres symptômes. Alors moi j'adorerais aller dans les facs pour pouvoir aller chez les jeunes. Donc c'est un pourparler, j'espère que ça va se faire. Avec la fille d'une patiente qui était amie que j'ai perdue l'année dernière, on va faire ça toutes les deux, qui est à la fac de Montpellier. Et après, on va essayer d'aller où on peut, dans les clubs sportifs où il y a des nanas, de partout où on peut aller, où on nous sollicitera, où on essaiera. C'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. D'aider après, c'est bien, mais d'essayer de faire de la prévention d'avant, c'est chouette aussi. Parce que c'est vrai que l'autopalpation, c'est pas qu'on n'y pense pas forcément, mais ça paraît toujours loin de soi, en fait. Quand c'est pas autour, quand on n'en a pas autour proche des personnes concernées, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres, en fait. Donc là, l'autopalpation, on n'y pense pas forcément. Ouais. Alors qu'en fait, ça peut déjà aider beaucoup. Ça fait peur, en fait, aussi. On ne sait jamais, voilà. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, mais moi j'ai plein de boules, je vais pas, ça me fait peur. » Et ce socle, c'est juste une tuerie. Parce qu'en fait, il y a un sein où il y a des tumeurs malignes, il y a un sein où il y a des nodules, et un sein où il n'y a rien. Et en fait, ça permet tu vas essayer après de faire un peu la différence. On voit la différence, ouais. Voilà.
Et du coup, ça a fait 7 ans. C'est pas un métier facile tous les jours parce que voilà, c'est émotionnellement, c'est compliqué. Mais j'adore ce que je fais. Voilà. Là, les rencontres, la richesse humaine, c'est ce que je voulais. Et je pense que je suis archi comblée. Oui, puis c'est valorisant de pouvoir aider Je crois à ton tour. Enfin, ouais. voilà. Il n'y a rien de mieux que de faire du bien. C'est vrai. Et par curiosité, tu faisais quoi avant, en fait, justement, avant la boutique Alors, de Marie? j'étais dans le négoce en matériaux pendant 20 ans. D'accord. Voilà, j'ai fait 3 boîtes différentes et j'étais responsable du carrelage sanitaire. Rien à voir, je travaillais qu'avec des mecs. Ah ouais. Oui, Bah, pour le coup, que rien des à nanas. voir, ouais. C'est que des nanas. Ouais, rien à voir. Oui, parce que ta boutique, bon, c'est principalement orienté féminité, Que les on femmes, va dire. Voilà, il n'y a pas de... Non. Pas d'hommes. Ouais. D'accord. C'est tout cancer confondu, mais que de la femme. Ok. C'est un choix... C'est un choix parce que du coup, je sais pas ce qu'un homme peut ressentir quand il est malade. Donc Oui. je me sentais pas... Non, c'est vrai, je me disais, les prothèses capillaires, Non. Homme de des balle, hommes mais non. pourraient avoir besoin aussi. Mais ils ont besoin, voilà, il y a un et- besoin, mais à part que moi, je peux pas y répondre. Peut-être qu'ils oseraient pas. Je sais pas. Si, Ça si, se- ouais. si, ils font, ouais. Mais après, moi, ce qui me plaît, c'est voilà, de pouvoir échanger par rapport à ce que j'ai pu ressentir moi. Enfin, on se comprend quand on discute. Un homme, je peux pas savoir qu'est-ce Bien qu'il sûr. Ouais. il peut ressentir. Il y a peut-être l'équivalent aussi pour les hommes. Il faudrait que ça se crée, ouais. La boutique de Jean-Marie. C'est ça. On sait pas, mais ça devrait effectivement. Ouais. Bah oui, mais oui, j'aurais tout à fait, adoré en fait le faire avec un mec qui a été malade et qu'on fasse 2 pôles. Ah, ça peut toujours arriver. Sait-on jamais. C'est jamais, ouais. Une évolution de la boutique un jour. Développement. Voilà, déjà j'ai déménagé au mois de décembre. Ouais. Ça va faire 1 an. Avant, j'étais à la rue d'Alco pendant 6 ans. Et voilà, j'ai mis 3 ans à trouver quelque chose de plus lumineux, un petit peu plus grand, qu'on puisse se garer devant. Enfin, j'avais beaucoup de cases à remplir. Et là, je suis bien. Là. Bah là, en plus, c'est une boutique. Alors, ça porte le nom de boutique, mais sincèrement, c'est plus un endroit convivial où tu prends le temps d'accueillir et de conseiller et d'écouter les personnes malades ou en tout cas qui vivent voilà un moment compliqué et des fois des étapes pas faciles. Donc c'est une boutique agréable, je dirais. Tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, comment on te trouve, justement? Comment on trouve la boutique de Marie? C'est par bouche à oreille, beaucoup? Alors maintenant, ça fait 7 ans, donc beaucoup par bouche à oreille. Après, je travaille avec pas mal d'établissements de santé. Je suis allée me présenter les premières années avec mes petits flyers. Je vais expliquer un peu partout ce que je faisais, pourquoi, comment. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont eu des retours de leurs patientes. Ouais. Et du coup, qui me font confiance. Ça a pris du temps, ce qui est normal. Oui, comment ils t'ont reçu? Pardon, je te coupe, mais comment ils t'ont reçu quand t'es arrivé justement avec tes flyers? Ça va, c'est de la cosmétique. Pas facile. Hein. Ouais, j'imagine. J'ai pas mal ramé et je rame encore. Après, c'est pas facile en fait parce que déjà t'as la connotation boutique. Donc ça c'est un truc que je déteste et d'ailleurs j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Mais au départ, voilà, je cherche pendant un moment parce que c'est tout sauf ça en fait. Tout ce qui est accompagnement et tout ça, j'aurais dû l'appeler différemment. Bon, c'est comme ça. Mais maintenant c'est beaucoup bouche à oreille. Après j'ai les médias qui m'ont quand même pas mal aidé. Et les patientes. C'est le meilleur. Ah bah oui, forcément. C'est sûr. Retour d'expérience, c'est ça. Toujours plus... Qui parlent entre elles. Et après, pendant le Covid, du coup, j'ai dû fermer. Donc j'ai bossé pendant 2 mois à faire un chouette site, toute seule. Et du coup, je me suis fait un bon référencement, j'ai bien travaillé. Et il y en a beaucoup qui me trouvent sur Internet aussi. Et par les avis, Google. Ah, oui. Hyper important. Et tu trouves que ça a évolué, tout ce qui est justement, accessoire, entre guillemets, mais c'est pas vraiment des accessoires, mais tout ce qui aide à pallier les effets secondaires depuis toi, ta première maladie, tu as eu... tu trouves qu'il y a eu un pas de géant, ou tu trouves que c'est toujours très compliqué à faire... pas à faire connaître, mais...
En termes de qualité aussi des produits qui sont proposés ou... Alors, en termes de qualité de choix, je vais te dire à 300%, il y a eu une énorme évolution. Ouais. Après, moi, la problématique que je trouve, c'est qu'en fait, on a beaucoup de choses pour aider les patientes, mais on n'informe pas les patientes suffisamment. Donc ça, c'est un gros problème. C'est fort dommage, parce qu'il existe plein de choses pour nous aider, et si on ne le sait pas, c'est dommage. Après, il faut aller chercher soi-même, quoi. Ouais. C'est pour ça que ce que tu disais, c'est compliqué, il faut tout le temps me battre pour qu'on puisse te faire connaître ce que je fais. Enfin, moi et les autres, hein, tous ceux qui font des choses chouettes autour de la maladie, on rame plus ou moins tous, quoi. C'est dommage parce qu'en plus, dommage, même les médecins disent que le moral fait aide beaucoup à la guérison, donc ça passe aussi par les à côté, les annexes au traitement pur médicamenteux. Ah mais complètement, moi je trouve que ça fait partie de part entière. Après l'évolution, il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même. Au niveau du choix des prothèses capillaires, des bonnets, des frangines. Les frangines, c'est juste chouette ce qu'elle a créé Julie il y a 7-8 ans, en alternative à la prothèse. Après, il y a de plus en plus de choses. En lingerie, on a vachement évolué. Il y a des choses qui existaient moi à mon époque, mais je n'étais pas au courant. Ouais. J'ai su en fait en créant la boutique. Des choses qui existaient que j'aurais aimé avoir. Ah oui, quand même, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Mais bon, on avance quand même. C'est le principal. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans les produits que tu proposes, t'as quoi en gros si, voilà, quelle est la gamme? Alors, je vais avoir tout ce qui concerne l'alopécie, donc ça va être les prothèses capillaires, les bonnets, les turbans, les franges, etc. Plein de choses au niveau de l'alopécie. Après, au niveau du sein, ça va être les prothèses mammaires, les compléments mammaires, la lingerie adaptée, les maillots adaptés, les mamelons adhérents. Après, tout ce qui est cosmétique et soins de support, donc cosmétique haute tolérance pour la peau, et soins de support, tout ce qui est crème, tout ce qui est crème. Un petit coin girly, le petit coin canapé, et après la cabine, où je m'occupe d'elle. C'est vrai, ça fait salon de thé un peu. Ouais. Il y a un esprit salon de thé, c'est très, très agréable. Ah super, tant mieux. C'est ce que je voulais. Oui, pour être allé voir d'autres endroits, c'était beaucoup plus austère, beaucoup moins chaleureux, on va dire. Et, donc le choix a été vite fait. Merci. Et tu passes combien de temps à peu près en général avec quelqu'un qui vient justement? Alors moi j'ai récidivé au mois d'avril, là, donc ça fait le 3e. Du coup, il fallait que j'arrive à trouver, parce que je commençais à me chouiller un peu à fatiguer. Donc j'essaie de trouver un petit peu des solutions pour continuer, parce que moi ce qui me plaît en fait c'est de privatiser et de pouvoir partager avec la patiente et les accompagnants seuls. C'est-à-dire que je prends uniquement sur rendez-vous, c'est-à-dire que ça se passe jamais différemment. C'est vraiment quelque chose de hyper important pour moi et je ne changerai pas ça. C'est quelque chose d'important. T'as tout à fait raison. Et le temps que je prends, en fait, généralement, je prévois une grosse heure et demie pour un premier rendez-vous. Je reprévois 1h30 pour un second rendez-vous. Généralement, c'est au moment où j'enlève les cheveux. Ça, c'est pour les cheveux. Après, ça dépend. Je vais m'adapter à la patiente. Il y a des patientes qui ont plus besoin, d'autres patientes qui ont moins besoin. Ça dépend. Et après pour les seins, alors les rendez-vous comme ça c'est plutôt le matin parce que c'est là où j'ai une bonne énergie et où les patients ont une bonne énergie. L'après-midi j'y arrive plus en fait. Si j'ai pas suffisamment de bonne énergie pour tirer vers le haut. Enfin, je veux pas tirer vers le bas du tout, mais j'ai besoin d'avoir d'être positive aussi. Et puis d'être là, un vendredi après-midi, ça commence pas à tirer, quoi. On a bientôt fini. On te rassure. Et après, tout ce qui va être sein, les prothèses mammaires, la lingerie, les brassières post-op et tout ça, là, je prends une grosse heure. Parce que j'aime bien après parler de l'opération. Et moi, c'est important de la rencontre, de l'échange et qu'elles m'expliquent ce qui se passe, de les écouter. Enfin voilà, c'est pas on rentre, on prend, ça va, quoi. Non, oui, t'es pas ça, sur c'est la les pharmacies. T'es pas sur la vente de produits, t'es pas sur une boutique. Non. Et voilà. C'est un accompagnement, c'est ça. Et après, c'est les échanges qui sont chouettes, mais même avec les accompagnants et tout. C'est ce que j'aime en fait.
Mais tu rencontres... Plein d'histoires de vie. Et oui, c'est ça, plein de parcours différents. Parce qu'il y en a qui ont des parcours compliqués en plus de la maladie. Oui. Et il y a beaucoup d'accompagnants hommes. Enfin, je veux dire, les maris, les conjoints. Tu sens que les femmes sont accompagnées aussi dans cette étape franchement, plus moi, esthétique. Je vois de très très belles choses. Ouais. On entend souvent que les couples se séparent, machin. Après, moi je vois beaucoup d'amour en fait. Moi je m'éclate, je vois beaucoup d'amour. C'est une bonne chose. Ouais. Après, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami. Oui. Il y en a qui sont seuls mais qui vont venir avec. Il y en a qui viennent à 5-6. J'ai des familles des fois. Oui. Ça part en salon de thé alors. Oui. C'est comme pour choisir les robes de mariée. Et il y en a qui ont envie d'être seuls. Il y en a qui ont quand même d'être seuls. Ou il y en a qui sont accompagnés, mais l'accompagnant va rester au canapé. Ouais, c'est juste savoir qu'il y a quelqu'un. Après, moi je m'adapte. Ils me disent ce qu'ils veulent faire. Mais après, oui, non, c'est. Ouais, je vois beaucoup d'amour et beaucoup de gens qui se soutiennent, qui veulent l'énergie. Ça fait du bien. Et bien, sur cette belle note, on va te demander une dernière chose. C'est où est-ce qu'on te trouve? Ton adresse postale, tes sites, tout ça, c'est le moment. Voilà, c'est le moment pub lien. C'est le côté pub là. C'est le côté pub, ouais. Le côté marketing. Allez. Alors, je suis au 134 avenue de Palavas. C'est juste après la locomotive en allant vers le centre-ville. C'est dans un immeuble au premier étage. Il y a une place de parking privative pour la boutique. Vous n'avez pas à chercher. Il y a le tram à 5 minutes, le bus juste en face, il y a tout qui va bien, l'autoroute juste à côté. On m'appelle, on prend un rendez-vous, je suis à peu près une semaine, 10 jours de délai en rendez-vous. Et voilà, et je vous chouchoute. Exactement. Parfait, et un site, je pense www.laboutiquedemarie.fr. Voilà, un Insta et un Facebook. La boutique avec un K. La boutique avec un K. Oui, ça c'est important, ouais. Oui, en plus, il y en a des boutiques QE. Ouais, alors non, là, c'est la boutique de Marie avec Ika. un K. Voilà. Ou sinon, avec la sauce, on fait une marche le dimanche 13 octobre à Frontignan, dans les vignes du caveau de la Pérade. Oh. Ça va être génial, chouette rencontre, et on offre l'apéro et on a un pote qui vient jouer de la guitare et qui vient chanter, on va tous se retrouver, c'est presque une promenade plus que marche, c'est vraiment tranquille. Avec petite dégustation. Oui, nous allons faire une dégustation. C'est important. Donc, belle ambiance, oui, c'est bien ça. Donc c'est la 4e édition qu'on fait, mais c'est la première fois qu'on l'a fait là, ça va être chouette. Ça va être vraiment sympa. On prie que le soleil. Ouais. Oui, mais si, voilà. il sera là. Au profit de notre assos du coup. Très bien. Bah, pas d'inscription, pas de chacun fait ce qu'il veut. On vient comme ça. Vous venez comme vous êtes, comme au McDo. Ouais, c'est bon. Ok, mais ça sera bien meilleur. C'est ça. Le 13 octobre. Le 13 octobre, dimanche 13 octobre à 10h. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci vous aussi. On est tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Small Talk. Bonjour Ève. Bonjour Sébastien. Alors cette édition, c'est une édition un peu spéciale puisque c'est une édition, on va dire, liée fortement à Octobre Rose. Exactement. Parce qu'on a écouté juste avant La Boutique de Marie. Tout à fait. Et là, on reçoit Sébastien Trella. Bonjour. Bonjour Sébastien. Très beau prénom. J'insiste vraiment. Sébastien, donc tu es sage-femme. Oui. Tout à fait. Voilà, merci. C'était sympa. Donc voilà, tu vas nous expliquer un petit peu, pas forcément en quoi ça consiste, je pense que la plupart des gens connaissent, mais ton parcours... Détrompe-toi, c'est justement toute la problématique que les sages-femmes ont, c'est que il y a une énorme ignorance du rôle des sages-femmes dans le parcours d'une femme pour son suivi médical, de santé, gynécologique, de prévention. Alors l'association de la sage-femme avec la grossesse, ça à la limite ça passe, et encore, c'est pas toujours évident que les femmes sachent qu'elles puissent être suivies tout au long de leur grossesse par une sage-femme, que ce soit en ville ou à l'hôpital, en libéral en l'occurrence, que moi je suis en libéral.
pour leurs examens de grossesse, pour leurs consultations et pour leur prépa. Il peut y avoir encore cette image de la sage-femme qui est l'assistante de l'obstétricien dans une clinique, qui est révolue depuis... qui n'a jamais été vraiment présente en fait, parce que les sages-femmes ont fait les accouchements depuis la nuit des temps. D'accord, ce sont pas des assistantes. Voilà, non. Ouais. Après, il y a certains fonctionnements dans les cliniques qui font que, comme on paye une prestation, on veut que l'obstétricien soit présent. Donc c'est l'obstétricien qui vient faire l'accouchement, mais c'est le fonctionnement. Mais en soi, les accouchements sont faits par les sages-femmes dans 80% des cas ou 90% des cas depuis toujours. Et on appelle le spécialiste en cas de difficulté et de besoin d'aide. C'est plus l'obstétricien qui est là en assistance. C'est un spécialiste en fait, l'obstétricien est un médecin qui est spécialiste d'obstétrique. Là on parle pour le cas de l'accouchement dans les structures. Il est spécialiste de l'accouchement, mais un accouchement c'est heureusement dans beaucoup de cas physiologique. Donc après la sage-femme, et nous en tant que professionnels en salle d'accouchement, on est censé être des accompagnants. On est là pour surveiller que les éventuelles problématiques qui peuvent survenir lors d'un accouchement, parce que ça, depuis la nuit des temps, on sait que l'accouchement, c'est toujours un beau moment, mais il fut un temps où c'était aussi... on faisait brûler des cierges et puis quelques petites prières en espérant que tout se passe bien. Voilà, la médecine a fait en sorte qu'on puisse réagir à des situations qui peuvent être compliquées, voire très compliquées. Par la technique médicale. Et ça, c'est le rôle de l'obstétricien qui, lui, est médecin, est spécialiste et sait faire la chirurgie, intervenir avec les instrumentations, etc. Ok, toi, chirurgie moins, quoi. Ah, nous, on n'est pas chirurgien, non. On est stérilé, on peut enlever des implants, mais non, on n'est pas chirurgien. On est sage-femme, c'est un diplôme à part. Et justement, alors comment, parce que c'est plutôt rare quand même, un homme sage-femme, comment est-ce que toi tu es venu à ça ? Par hasard. Donc moi ça fait presque 20 ans que je suis sage-femme maintenant. Je suis arrivé, comment dirais-je, je fais partie d'une génération, donc j'ai 42 ans, si ça t'intéresse, je suis divorcé, j'ai 2 enfants. Je fais partie d'une génération où scolairement... moi, c'est comme ça que je l'ai analysé avec le temps. Scolairement, quand t'es pas mauvais, tu avances dans les études, et puis tu progresses, alors tu vas faire sciences parce que c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais on te demande jamais vraiment, on décide jamais. Enfin, moi, en tout cas, ça a été comme ça. Quand on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, il n'y a pas forcément de systèmes qui sont mis en place pour nous pousser à nous poser des questions, etc. Mon père était médecin, mais pour le coup, il était passionné par la médecine, mais il m'a jamais vraiment parlé de médecine concrètement, donc c'est pas non plus quelque chose qui m'a interpellé. Les filières courtes, c'est encore un peu le cas, n'ont jamais été vraiment mises à l'honneur, mises en avant. Hein. Oui, en troisième, j'aurais pu partir en hôtellerie, tu vois. J'aurais pu faire d'hôtellerie, parce que c'était un truc qui m'avait attiré, mais bon, t'es sûr, tu veux pas aller faire ton bac S. Bref. Après, le hasard fait bien les choses finalement, puisque avec le recul, je me rends compte que j'aurais pu faire plein de trucs, et puis c'est un métier qui colle à ce que je suis humainement. Et puis voilà, et puis t'arrives au bac, et puis on dit qu'est-ce que tu veux faire. Donc après j'ai dit je vais essayer médecine. Et à l'époque, maintenant les études de médecine, même moi je m'y perds un petit peu, ça a énormément changé, tant mieux. Parce qu'il y avait beaucoup d'échecs et de gens qui se retrouvent le bec dans l'eau, mais les concours d'études médicales, avant c'était concours de médecine, maintenant c'est concours d'études médicales, ça ouvre la porte à différents concours qui permettent au même concours de présenter telle ou telle chose. À l'époque, il y avait médecine, il y avait dentaire, il y avait sage-femme. Mais au moment où je suis arrivé en médecine, c'est pas du tout quelque chose, tout sage-femme, on nous en avait jamais parlé, je connaissais pas sage-femme de mon entourage. Et puis la question se pose en disant selon ce que j'aurai au concours, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce que je prendrai, est-ce que je prendrai pas et tout ça. Et puis au concours, j'ai eu dentaire, j'ai eu sage-femme. Et puis je me suis rendu compte que dentaire, non mais les dents,
C'est pas les dents, parce qu'après, non, c'est une métier. Enfin, je sais pas, j'étais pas attiré par ça. Donc, quand je m'étais renseigné beaucoup sur les études de sage-femme, effectivement, ça me correspondait plus. L'aspect relationnel, l'aspect discussion, c'est avec l'aspect technique du dentaire, c'était pas du tout ma personnalité. Et puis voilà, je suis rentré dans les études. Donc c'est pas une vocation, ça l'est devenu après. Après, voilà, c'est pas. Il y a peut-être des gamins qui à 8 ans ils disent moi je veux faire ça, c'est une vocation, ils le feront. En l'occurrence, c'est pas du tout pour moi, mais après ça peut effectivement le devenir. D'accord. Et puis voilà, donc je m'y suis bien plu et voilà, donc j'ai commencé en 2000, les études en 2002, je finis en 2006, à Montpellier d'ailleurs. Et voilà. Et vous étiez nombreux et pas nombreuses. Alors nous on a été une exception, donc de ce que j'en sais, la proportion d'hommes dans la profession, alors je sais pas, c'est autour d'1 ou 2%, en fait c'est très peu. Oui, Nous on a été une exception, je pense nationale et peut-être historique, j'en sais rien, j'ai jamais vérifié, mais dans ma promotion, on était 32 élèves, on était 7 garçons. Oui. Donc j'ai jamais vu ça. Après c'est toujours plutôt 1 ou 2, après il y en a une autre, ils étaient 4 je crois. On était 7. Mais voilà. C'est bien. Et c'est très bien qu'ils soient ouverts à tous. Ce qui d'ailleurs, c'était le début des années. Alors ça a été un peu lourd parfois parce que les gens s'imaginaient pas qu'à 20 ans tu puisses faire des choix en ton âme et conscience, et tu avais toujours cette idée que tu avais pris ton métier par défaut, ta formation par défaut, parce que tu avais rien d'autre. En fait, moi j'avais plein de possibilités parce qu'après, quand tu minimum t'anticipes un petit peu. Le concours de médecine, tu sais que tu peux le foirer même sur un hasard, même si tu as bien travaillé. Donc j'avais présenté beaucoup d'autres choses, d'autres écoles, de biologie, des trucs de santé publique, etc. Donc voilà, il y avait du choix quand même. Donc le choix, il a été bien raisonné, ce qui a été la plupart de mes collègues. Même j'ai un autre ami qui est sage-femme qui a refusé dentaire aussi pour ça, pour faire ce métier. Mais c'est vrai qu'au début, c'était les premières années où ils ajoutaient donc des disciplines médicales au concours de médecine. Parce que maintenant, tu vas avoir kiné, tu vas avoir ergo, enfin, en fonction des écoles, des facultés. Et comme on a été parmi les premiers, alors on a été bombardé de questions sur nos réelles motivations. On avait des entretiens, mais juste les garçons, pas les filles. Ah oui. Ouais. Alors qu'elles étaient soumises aux mêmes conditions Bien sûr. d'obtention de concours que nous. Parce qu'avant, c'est comme les infirmiers, c'était un concours à part entière. Donc les sages présentaient un concours indépendant et elles allaient passer des concours dans chaque école pour être reçues comme les infirmiers font. Et au final, les filles avaient fait le même cursus que nous. Et avant ça, il y avait aussi beaucoup d'élèves sages-femmes qui avaient fait 2 années de médecine, qui avaient peut-être pas un concours, et puis qui s'est dit, tiens, pourquoi pas présenter le concours de sage-femme, et qui l'avaient eu. Donc finalement, pour moi, le système n'a jamais changé, c'est la forme qui a changé. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu lourdingue ça a duré un petit moment, sans arrêt se justifier. Mais sinon, on a été bien accueillis. En tout cas, à Montpellier, on avait été bien accueillis pour le coup par les collègues. Quelque part, les collègues sages-femmes étaient contentes aussi. Ça changeait. Que ça l'ambiance changeait. C'est vrai que c'est pas. Après, quand t'as commencé à bosser, parcours pro. Ouais, t'as été confronté aussi à pareil, un homme sage-femme, c'est un peu bizarre ou pas du tout. Sur les problématiques qu'on a à l'hôpital, c'était rare, mais c'est toujours il y a eu effectivement certaines circonstances quand t'es à l'hôpital. Je veux dire, les patientes, elles débarquent à l'hôpital, voilà, t'as la sage-femme de garde, c'est un homme, c'est une femme, c'est un vieux, c'est un jeune, peu importe. Ça a pu arriver parfois qu'il y ait des patientes qui veuillent pas et que ça puisse devenir un peu tendu. Ouais. C'est rare. T'as celles qui ont une forme de pudeur, qui font qu'elles n'ont pas envie. Bon. Mais en règle générale, quand on discute, ça passe. Après, il y en a qui ne voudront pas, donc on essaie de se débrouiller. Et puis après, si c'est l'objet de la question, parce que c'est souvent ça, c'est les soi-disant convictions religieuses qui imposeraient ça. Et ça, c'est une minorité absolue. C'est, je sais pas si ça m'est arrivé 4 fois ou 5 fois dans ma carrière, c'est le bout du monde par rapport au nombre. Moi, dans ma patientèle, j'ai des patientes de toutes religions, de toutes origines, et ça se passe toujours très bien. Et d'ailleurs, ces personnes-là peuvent me poser aussi beaucoup la question. Notamment les personnes musulmanes, par exemple, qui me posaient la question, mais comment ça se passe avec... Est-ce que ça arrive que... Alors je dis oui, effectivement, ça arrive de temps en temps, et ces personnes-là sont désolées pour nous, parce que elles disent, ça dessert finalement
leurs croyances et tout, sur tous ces prétextes qui n'en sont pas. Oui, puis après, quand on arrive pour accoucher, j'imagine qu'il y a un moment où, tant pis, hein, on est obligé de... tout à fait. Après, tu sais, moi, je suis tombé sur des situations graves où tu as une personne qui débarque à l'hôpital à 3h du matin avec sa femme qui saigne. Bon, là, en l'occurrence, c'est même plus une histoire de sage-femme, parce que dans ces circonstances-là, il faut que ce soit justement l'obstétricien qui prenne le relais, parce qu'après, c'est plus notre sort. Et il s'avère que, à 3h du matin, un médecin de garde, t'en as qu'un, hein. Et puis, et là, le médecin de garde, c'était un homme. Et le médecin, le mari, hein, mais nous, on veut pas, on veut le docteur machin qui est une femme. Mais sauf que c'est samedi soir, elle fait autre chose. Et tu vois les gens se barrer, hein, avec leur femme qui saigne. Donc même dans ces circonstances-là, je te dis, mais faut pas en faire tout un pataquès, c'est une minorité absolue, mais c'est vrai que ça marque, parce qu'on se dit que c'est pas possible. Et après, dans l'absolu, on arrivait toujours à se débrouiller. Alors quand tu bosses, surtout dans des structures où il y a un peu de monde, on arrivait toujours à se débrouiller. Il y avait une collègue, on échangeait, on se répartissait le travail, et puis on a toujours essayé de contenter tout le monde. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de soucis. Ça, c'était à l'hôpital. Et après, j'ai bossé plusieurs années à l'hôpital. Et après, quand je me suis mis en libéral, voilà, c'est différent, parce que les patients qui viennent te voir, c'est qu'elles t'ont choisi. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, c'est les patients qui viennent te voir, tu crées ton cabinet en fait, et c'est les patients c'est pas toi qui vas démarcher. Non. Ça a pu arriver au début, ce que je recommence à faire, parce que je redémarre une nouvelle activité dans la région après avoir passé plus de 15 ans à Lyon. Quand je faisais les remplacements, par exemple, moi j'avais mes collègues j'avais plein de collègues que je remplaçais, alors oui, de temps en temps, dans leur propre patientèle à elles, de temps en temps, ça pouvait faire en sorte qu'il y avait une patiente qui disait non, moi je veux pas que ce soit un monsieur qui vienne me voir. Et elle avait choisi une sage-femme femme, donc mais sinon, dans mon cas, dans ma patientèle, elle m'a choisi, donc forcément. Elle sait, elle est au courant, quoi. C'est ça. C'est ça. Et dans ta émission, pardon, je te non, vas-y. Dans ta émission, parce qu'on parle aussi pas beaucoup de grossesse, mais c'est quoi en fait, en gros, l'émission d'une sage-femme aujourd'hui, d'un sage-femme? C'est tout. C'est énorme. C'est la vie. Donc ça, c'est effectivement le cœur du problème que je constate ici depuis que je suis revenu. J'avais eu cette expérience à Lyon quand j'y suis arrivé. Après, comme c'est plus grand, c'est une plus grande ville et tout ça, je pense que je revis, en fonction des régions, des fonctionnements, la connaissance de la population concernant, et des femmes surtout, concernant déjà ce qu'est un suivi, comme on disait au début, ce qu'est un suivi de femmes, c'est quoi, en quoi ça consiste, à partir de quel âge ça commence. En fait, c'est toute la vie. Mais donc, la santé, les autorités de santé ont mis en place tout un processus de prévention, que ce soit pour la grossesse, pour la gynécologie, la prévention, la santé sexuelle, la prévention des cancers. Il existe, on a la chance d'être en France, malgré, il peut y avoir plein de problèmes, mais au niveau santé, même si ça se barre un peu en couille, pardon, je couperai le mot. Un peu en bip. On mettra en bip. On est quand même bien lotis, donc il y a tout un tas déjà tout un suivi de surveillance de prévention qui existe et qui en lui-même est peu connu. Et après, il y a la problématique de quels sont les acteurs de santé qui peuvent réaliser ce suivi. Et ça, c'est encore pire. Qui peut le faire ? Et c'est vrai que, quand on parle de gynécologie, on se dit c'est le gynéco. Les médecins généralistes peuvent le faire aussi, et les sages-femmes, mais pas depuis avant-hier. Ça fait 20 ans quasiment qu'on le fait. Et encore aujourd'hui, c'est pas connu. Mais je savais pas que... Et ça, c'est aussi, je pense, la faute de l'autorité de santé qui ne met pas assez ça en avant. Donc dans l'émission qu'on fait, c'est les mêmes missions, si tu veux, qu'un gynéco, pour ce qui est du suivi standard. Un suivi de prévention, c'est quoi? C'est tu sais que dans la population générale, tu vas avoir un certain pourcentage, je parle des femmes, puisque même si pour les hommes, on peut maintenant s'occuper de certaines choses, on peut prescrire les bilans d'infection d'IST, on peut vacciner contre le garde d'asile, pour le vaccin contre le papillomavirus, et on peut traiter certaines IST si elles ne sont pas symptomatiques. Enfin, on a un rôle, qui est contraint par tout un tas de limites, qui n'arrêtent pas de changer. Donc même nous, les sages-femmes, des fois, ça peut arriver qu'on ne sait plus. Ça peut être amené à changer pas mal. Donc on va avoir un rôle dans la prévention. Donc, comme je disais, le but, c'est, on sait que dans la population générale, il y aura un certain pourcentage de femmes qui vont
avoir certaines problématiques, ça ne veut pas dire grave, ça ne veut pas dire forcément cancer, mais qui vont nécessiter un avis, qui vont nécessiter une prise en charge particulière. Le but, c'est le cas de tout type de dépistage, c'est pareil pour le cancer du côlon, c'est de voir tout le monde, de faire des examens qu'on estime être ceux qui sont recommandés. Alors ça dépend des pays, ça dépend des époques. On parlait avec Marie la semaine dernière que penser des dépistages automatiques du cancer du sein à partir de 50 ans, ceux qui prônent le dépistage à partir de 40. Moi, je suis personne pour dire qu'il vaut mieux le dépister à 40 qu'à 50 ans. Donc il y a des règles, on essaie de... Après, on adapte en fonction évidemment des cas. Donc on a ces règles-là, ces recommandations. Et puis, pour, je sais pas, moi, 90% des femmes, on va dire, c'est bon, écoutez, tout va bien, là, voilà, je vois rien qui m'inquiète, donc, hop, on se voit l'année prochaine, et on refait pareil. Et puis, tu auras 10% où tu vas dire, ah tiens, là, il y a un petit souci, il faut faire une vérification, il faut un examen complémentaire, et là, ça va être du ressort du médecin, en l'occurrence du spécialiste. Donc ça, c'est le principe général. Et donc, dans l'émission, le suivi de... gynécologique, ça va être tout ce qui va être dépistage des IST, éducation sexuelle et contraception, et ça quel que soit l'âge. Contraception, donc oui, les sages-femmes, on passe des pilules, on pose des stérilés, on les enlève, on pose des implants, on les retire. Pour certains d'entre nous, on s'appuie sur la grossesse, on peut proposer la gestion des IVG médicamenteuses en ville, plutôt que d'aller faire ça. Alors, c'est pareil, ça dépend de plein de critères précis que je ne vais pas expliquer, mais on peut aussi proposer ça. Pour ce qui est du suivi gynécologique, à partir de 25 ans, ça va être le dépistage des cancers, donc par l'examen des seins, par l'examen du col, la réalisation des frottis, en fonction du moment. Je rappelle qu'un frottis, c'est pas à partir de 16 ans et c'est pas tous les ans. À part les deux premiers, à partir de 25 ans. Parce que ça aussi, on le voit encore, des frottis qui sont faits à 18 ans pour des jeunes femmes qui viennent pour une prescription de pilule et qui n'ont par ailleurs aucun problème. Ouais. Ça fait 40, je sais pas, longtemps que c'est comme ça. Et c'est de plus en plus rare, mais on peut encore en voir. Donc ça, c'est pour toute la partie gynéco, et c'est toute la vie. Et on a le droit de prescrire tous les examens nécessaires, radiologiques, échographiques, sanguins, etc. On est formé à ça. Et après, il y a tout l'aspect grossesse, où ce qui est recommandé, pareil. Le suivi de grossesse, c'est un vaste dépistage aussi. Le but, c'est de faire des examens qu'on estime nécessaires, un suivi qu'on estime nécessaire, parce qu'on sait que dans la grossesse, il y a certaines pathologies qui peuvent apparaître, genre un pourcentage qui n'est pas négligeable. Donc l'idée, c'est d'arriver à identifier, de prévenir, de donner les bonnes consignes, et puis de faire des examens pour vérifier qu'on reste dans les clous. Et si jamais on voit que ça sort des clous, hop, on va orienter vers l'obstétricien qui lui va donner une candidature plus précise. Et ça, les sages-femmes vont le faire, donc suivi de grossesse médicale, préparation à l'accouchement. Après, on a les suites de l'accouchement. Quand on rentre à la maison, il y a toute une prise en charge qui existe. Tout ça, c'est pris en charge par la Sécu, où on va voir les parents et les bébés à la maison, faire les pesées, faire les suivis d'allaitement, le biberon, les pesées, les machins, l'examen, pareil. Un bébé qui est en bon état de santé, on va pouvoir le voir. Si on trouve qu'il y a un bébé qui nous inquiète, pareil, on envoie chez le médecin ou chez le pédiatre. Voilà. Ouais, c'est bien, ça peut être une étape aussi un peu pour entre guillemets désengorger. Parfois, on a trop de mal à trouver un rendez-vous avec un gynécologue plutôt que de le reporter au calendrier grec. Donc en fait, c'est ça. Une sage-femme de base, et pour finir sur l'émission, il y a tout ce qui va être aspect rééducation. Voilà, rééducation du périnée, voilà. Bon, ça après, je ne vais pas expliquer du tout parce qu'il y a trop de techniques, il y a trop de façons de faire, mais bon, ça c'est la sage-femme qui va s'occuper d'expliquer. Et certaines sages-femmes même passent des diplômes qui leur permettent de faire des échographies obstétricales. On est amené à pouvoir faire des petites échos de contrôle, des échos de contrôle de stérilité, des petites dilatations. Après, pour tout ce qui va être contrôle échographique obstétrical, qu'on fait tous les trimestres pendant la grossesse, il faut des diplômes spécifiques, et donc certaines sages-femmes choisissent de se former à ça pour faire ça, voire que ça. C'est vrai que souvent, c'est tellement d'investissement des appareils d'écho que souvent les collègues sages-femmes qui s'investissent dans l'échographie font que ça, ou essentiellement de ça. Voilà. Et je rappelle qu'un suivi gynécologique de prévention, c'est recommandé tous les ans, comme le dentiste. Et donc, effectivement, ça peut se faire chez la sage-femme. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est vrai qu'au début, j'en parle,
ce que j'ai vécu au début, je me suis mis en libéral, donc ça remonte, ça faisait un peu plus de 10 ans que j'étais en libéral. Dans la région où j'étais, ça a commencé les installations en libéral de sages-femmes. Et comme toujours, il y a cette espèce de vision de pseudo-concurrence, et on va nous piquer notre travail, et ci et ça. Les sages-femmes elles-mêmes entre elles, j'ai pas peur de le dire. Mais il y avait aussi beaucoup des médecins spécialistes en ville qui disaient ça. Alors, je trouvais ça dommage quand on a 6 mois effectivement d'attente sur son planning de le dire, et d'autant plus que ça, même pas, pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Parce que ça, on le sait, et moi, je le constate à chaque fois. Là où je l'ai constaté au début, je recommence à le constater maintenant que je recommence une nouvelle activité. Dans notre région. Dans la population générale, le nombre de patientes, de femmes qui n'ont pas de suivi, qui ne savent pas, ou qui savent, qui aimeraient le faire, mais qui justement ne trouvent personne pour le faire, parce que les spécialistes et les médecins, ils ont plus de place, mais ça se sait depuis la nuit des temps, c'est trop compliqué. Dire, on le sait bien que quand on appelle souvent des gens, des médecins, des spécialistes, on dit il n'y a plus de place, on ne prend plus personne. Et donc en fait, il y a, à mon sens, il y a au moins autant de patientes qui ont des suivis réguliers que de patientes qui n'en ont pas du tout. Et ça, c'est comme ça. Et au final, toutes les patientes qu'on récupérait en suivi gynécologique, c'est des patientes qui n'avaient pas de suivi, en errance thérapeutique complète, pour l'immense majorité. Là, je commence à voir, on retrouve des patientes, ça fait 8-10 ans qu'elles n'ont pas eu de frottis. Le problème, c'est qu'un cancer du col, ça met plusieurs années à se développer, mais bon, faut quand même pas non plus traîner, on va pas faire des frottis tous les ans, mais même si le suivi, lui, est recommandé tous les ans, parce qu'il y a d'autres choses à voir. Mais le geste en lui-même, c'est pas tous les ans, mais il faut pas non plus trop traîner, parce que c'est comme ça qu'on laisse passer, on laisse se développer des cancers, parce qu'on n'arrive pas à voir les signes avant-coureurs, parce que mine de rien, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fait, ça passe vite dans la vie de tout le monde. Parce que les gens renoncent. Et c'est le hasard qui fait qu'on apprend par la pharmacienne que « Ah ben les sages-femmes font ça, ah mais tu peux aller voir une sage-femme parce que ma copine y va, etc. etc. » Et on récupère ces patientes-là. Et très 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 rarement des patientes qui ont envie de changer de suivi parce que c'est peut-être plus pratique pour elles. Et au final, nous, parmi ce pool de patientes qu'on va voir, eh ben, il y en aura toujours un pourcentage qui auront besoin d'un avis spécialisé. Donc on aura besoin de renvoyer chez le médecin. Donc en plus on va renvoyer en plus du travail. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'après voilà, quand tout le monde ait conscience de ça, moi c'est ce qui s'était passé. Je lui dis, je découvre ici un petit peu la collaboration. Voilà, je me prononce pas trop parce que pour l'instant je commence à refaire mon réseau tout doucement. J'ai passé 15 ans à Lyon, donc je connaissais du monde assez rapidement. Une fois que tout le monde avait compris ça, on avait des super rapports de travail avec les collègues sages-femmes. Il y avait le nombre de sages-femmes en 10 ans en libéral, il a fait x10 à Lyon. On bossait tous. Et on avait des très bons rapports avec des super gynécos qui étaient dispo pour nous quand on avait besoin. Parce que il y a des fois, oui, on peut pas nous demander de reprocher de faire plus que ce qu'on est autorisé à faire. Et qui n'hésitaient plus, à l'inverse, à nous envoyer ce qu'ils n'arrivaient plus le temps de faire, une pose de stérilet, un implant, machin, ça leur génère beaucoup de temps, alors qu'ils ont tellement de problématiques à gérer plus complexes, que ce soit la gestion des cancers, que ce soit la gestion, je sais pas moi, de l'endométriose, des colposcopies pour les frottis, il y a beaucoup de gestes techniques et de conduite à tenir plus complexes, et ça, c'est le ressort du médecin. Ça se fait en bonne intelligence dans ces cas-là. Et c'était super. Et puis il y a du travail pour tout le monde. Mais ça, j'en suis sûr. Clairement. Ça, j'en suis sûr. Il y a assez de patientes. J'en suis sûr, et en pratique, avec l'expérience, ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. Et pour ton cabinet se trouve où? Alors moi, pour les gens qui voudraient me voir, venez me voir. Venez me voir. Je me suis réinstallé dans ma ville d'origine qui est Frontignan. Ok. Voilà. J'ai passé plus de 15 ans à Lyon. Et des épreuves de vie, des machins, je ne vais pas raconter. Mais voilà, qu'on fait, comme beaucoup, à la quarantaine, il se passe des trucs. Et là, j'ai redémarré. Ça fait que quelques mois. Et là, pareil, je me heurte, entre guillemets. Donc, si on en revient à la spécificité de mon genre par rapport à mon boulot, je l'avais déjà constaté la première fois quand je me suis installé. Donc, après, ça faisait des années que j'avais mon cabinet qui tournait très très bien. Et tout se passait bien. D'ailleurs, la patiente était triste, moi aussi, quand je suis parti, parce que ça s'est fait assez vite. Mais là, je me retrouve confronté aussi. Et en plus, dans la région, on est vraiment peu nombreux, à part en libéral en tout cas. Moi, je connais un autre collègue et quelques collègues à l'hôpital. À Lyon, on était plus nombreux.
je trouve que c'est difficile, comment dirais-je, par rapport à une femme sage-femme qui s'installe, tu vas générer beaucoup moins de patientèle. Tout le monde te dit, mais il y a du boulot, mais je sais qu'il y a du boulot, il y a plein de monde qui cherche. Là, tu vois, avec ma collègue, c'est une amie d'enfance à moi qui est sage-femme aussi depuis 25 ans, qui démarre en libéral et qui m'a proposé qu'on s'installe. Alors, j'avais pas spécialement projet bien défini au départ, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et on a commencé en même temps, et je vois, c'est son activité qui augmente tranquillement, mais sûrement. À niveau égal de connaissances, à niveau égal de locaux, de machin, et moi pas du tout. C'est très très long. Il y a encore une réticence je sais pas. Et après les patientes, c'est toujours pareil, les quelques patientes qui viennent te voir, elles te disent oui, mais ça se passe super bien. Oui, mais vous êtes venus me voir encore une fois. Ah, mais moi je préfère que ce soit un homme. Oui, mais il y en a qui ne préfèrent pas. Il y a beaucoup de femmes qui vont voir des gynécologues masculins sans difficulté, donc. Et après il peut y avoir, par rapport à la grossesse aussi, il peut y avoir une espèce de, comment dirais-je, de confusion dans le genre et la compétence. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'entendre dire « Mais vous êtes un homme, vous pouvez pas savoir comment on allait. » Oui, mais je suis sage-femme, c'est mon métier. La plupart des jeunes sages-femmes qui s'installent ou qui font des accouchements, si elles font des accouchements, elles n'ont pas accouché, parce qu'à l'hôpital, c'est souvent des très jeunes. c'est des jeunes diplômés. Tu vois, donc il y a une confusion aussi de ça. C'est peut-être le terme aussi sage-femme qui devrait évoluer pour inclure. Non, parce que dans l'inconscient, on dit c'est toujours une sage-femme. C'est vrai qu'on n'en pense pas à un sage-femme. Moi, quand j'étais de garde à l'hôpital, j'arrivais avec ma barbe et je disais je suis la sage-femme de garde. Ça les faisait marrer à 3h du matin quand tu ouvrais la porte. Bonjour, c'est moi la sage-femme. Non, tu es un homme sage-femme. Après, tu vas pas. C'est un terme qui est ancestral. Mais avec tout le respect qu'il mérite d'ailleurs. C'est le plus vieux métier du monde avec militaire et soldats. Mais ça gêne l'inclusion des hommes parce qu'on entend femme surtout dedans et pas sage en fait. Après je me dis si ça a pu fonctionner à Lyon, c'est que ça va fonctionner. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Le temps est plus long. Donc, le temps est plus long, je trouve. Voilà. C'est une réflexion personnelle, mais que je constate effectivement. Voilà. Et puis là, ce qui est marrant, c'est que je le vois un peu en synchronicité parce que comme avec ma collègue, on s'est installé au même moment, tout début, en partant de zéro, je vois l'évolution différente. Alors, on espère que par ce podcast, si ça peut aider, par des millions de gens. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et du coup, tu consultes dans ton cabinet à Frontignan, tu fais du domicile aussi? Oui, tout à fait. Ouais, c'est l'objectif. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais aussi. On partage le cabinet avec la collègue pour les consultations. Et après, il y a quand même tout un aspect domicile, donc qui consiste à faire le suivi post-accouchement des patientes. Et aussi pendant la grossesse, ça arrive assez fréquemment. Ça arrive qu'on puisse prescrire des ordonnances à ces médecins qui prescrivent pour une surveillance de grossesse à domicile, avec des machines pour écouter le cœur du bébé, etc. Pour un monitoring. Et ça, alors en général, on le fait à domicile. Il y a des sages-femmes qui choisissent d'avoir une activité quasi exclusive cabinet. Exclusif domicile, ça fonctionne pas parce qu'il y a pas assez de boulot, mais voilà. Moi, j'avais toujours fait moite-moite. J'aime bien sortir, j'aime bien aller chez les gens, j'aime bien prendre l'air et pas rester enfermé entre mes quatre murs. Même si les locaux sont très sympas. Et voilà, on bouge comme ça et on se répartit. Puis les gens aiment bien. C'est vrai que quand tu viens d'accoucher. 3 jours après, être obligé, même si c'est pas très loin, voilà. Puis je trouve que c'est important aussi de voir les gens dans leur environnement aussi, parce qu'il y a tout un tas de questions, où est-ce qu'ils vivent, comment ça se passe, tu vois plein de trucs, rien qu'en rentrant dans la maison, tu vois plein de trucs qui te permettent de t'aider. Dans le cabinet, c'est moins évident. Super. Donc on fonctionne tous les deux comme ça. Pour terminer, puisque on est sur un spécial Octobre Rose, c'est quoi tes actions par rapport à Octobre Rose? Tu as participé avec Marie Alors effectivement, moi mes actions par rapport à Octobre Rose, j'en avais, si tu veux, c'est 20 ans de sage-famerie. Parce que c'est ce côté préventif. C'est important dans notre boulot et c'est ce que souvent dans les consultations, on va peut-être avoir plus le temps, on va être moins pris par le temps. Un spécialiste qui a aussi beaucoup d'autres choses à gérer et qui tout cet aspect de discussion est pédagogique. La pédagogie, c'est l'essentiel et ça passe par là. Donc la prévention des cancers, notamment des cancers du sein, des cancers du col, c'est ce qu'on fait tous les jours en consultation en gynécologie.
si tu veux. Voilà. Donc ça, voilà, comme je dis, c'est un octobre rose permanent pour les sages-femmes. Donc voilà. Après, sur les actions spécifiques, j'avoue qu'avec tout ce que j'ai à gérer, bon, pareil, dans ce changement, j'avais pas spécialement anticipé. Donc, moi, je fais partie, donc, à Frontignan, donc, dans un pôle de santé qui dépend d'une MSP. Donc, et il y a pas mal de communication et il y a des actions qui étaient prévues, dont ce samedi matin au marché de Frontignan avec Marie qui représentait son association. Et je l'ai su un peu au dernier moment d'ailleurs, mais bon, comme j'étais dispo, j'y suis allé. Donc voilà, ça a été ma première participation, ma première action. Voilà, on a rencontré des gens dans le marché, on a vu des jeunes, voilà, des jeunes, des moins jeunes. Il y a pas mal de jeunes là qui sont venus et tout, c'était intéressant. On a parlé vaccination, HPV, tout ça, c'était intéressant. Ah, c'est bien pour sensibiliser, ouais. Voilà, donc j'ai fait ça, j'avoue. C'est déjà très bien. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Il y a une marche dimanche 13 au château de la Pérade. Exactement. Il faudrait des choses on y avec sera, oui. Oui, oui, nous y serons aussi. On va marcher. Voilà. Eh ben écoute, Merci. Avec Merci plaisir. beaucoup. C'était Merci à extrêmement vous. intéressant. J'espère que pour les gens aussi, voilà, qui vont apprendre plein de choses et donc changer leur regard aussi sur les sages-femmes. Et encore une fois, merci beaucoup Avec Sébastien. plaisir. Merci à vous. merci.